Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord vous dire notre grand plaisir d'être avec vous ce matin et merci d'avoir répondu présent et aussi nombreux à notre rendez-vous. Alors je suis très heureux de démarrer cette matinale avec cette plénière, vous allez voir, extrêmement riche. Mon nom est Pedro Novo, je suis directeur exécutif en charge de l'export de BPI France et nous allons travailler avec trois intervenants d'exception. Nous les avons bien préparés, nous avons beaucoup échangé en amont et vous allez voir ce parcours, non seulement cette expérience et cette vision qui va nous éclairer sur les débats qui ont été présentés tant par Nicolas Dufour que Mohamed El Kettani. Les enjeux sont majeurs, les enjeux qui nous obligent et qui font que nous sommes ici aujourd'hui. Pourquoi Inspire and Connect Méditerranée ? Parce que de notre point de vue et du point de vue de nos partenaires, de nos amis entrepreneurs du continent africain, de l'Afrique du Nord ou de l'ensemble de la Méditerranée joue un rôle de laboratoire, laboratoire des transformations, laboratoire des expériences, laboratoire d'accélération de phénomènes qui font face à de nombreuses crises. Nous traversons aujourd'hui des crises sécuritaires, sanitaires, parfois économiques, des tensions sur l'inflation, la logistique. Nous l'avons vu et M. El Kettani vient de le résumer. Les difficultés auxquelles parfois nos écosystèmes, nos entreprises font face sont autant également d'opportunités. Nous voyons bien que les transitions sur le climat, le combat sur le digital, les enjeux sur l'agroalimentaire, bref, nous voyons au sein de cette Méditerranée non pas une séparation, mais un véritable dénominateur commun qui accélère nombre de transformations. Alors, nous allons voir à travers ces expériences aujourd'hui comment, à travers ces défis, à travers ces opportunités saisies, et nous allons essayer de dessiner cette vision de cette Méditerranée, et notamment de la relation entre l'Europe et l'Afrique, et en particulier évidemment de la France et du Maroc, mais pas que, avec une vision régionale de ces enjeux que nous allons donc adresser. Nous voyons bien que la création de valeur partagée est aujourd'hui une vérité qui s'installe. Nous voyons bien que, et ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité économique, c'est une réalité industrielle, c'est une réalité stratégique de moyen et de long terme. Alors pour démarrer ce moment, nous allons avoir avec nous donc trois intervenants que je salue et que je remercie d'être présents ce matin. D'abord, Monsieur Youssef Rouissi. Vous êtes directeur général adjoint d'Attijari Wafa Bank, un parcours bancaire qui vous a permis de traverser nombre de tempêtes, mais également nombre de succès. Vous avez une vision particulièrement fine de votre poste aujourd'hui, avec une vision assez holistique finalement de ces enjeux. Nous y reviendrons notamment sur les partenariats qui existent, votre vision très concrète, très terrain auprès des entreprises et le soutien de l'expérience Attijari Wafa. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous Stanislas de Gramont. Bonjour Stanislas. Et merci d'être avec nous. Stanislas, vous êtes un entrepreneur, j'ai envie de dire, par adoption. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez accompagné des entrepreneurs, d'abord chez Danone pendant près d'une vingtaine d'années, puis chez Suntory et puis enfin chez le groupe CEP, dont vous êtes depuis vendredi, on peut vous féliciter, le directeur général du groupe CEP. Merci. Alors nous aurons une vision aussi de la vie de l'industriel qui a une longue empreinte, une longue histoire de relations économiques avec le continent et avec l'enjeu méditerranéen. Et puis enfin, last but not least, nous avons la chance d'avoir parmi nous le vice-président de la Confédération générale des entrepreneurs marocains, Mehdi Tazi. Mehdi, vous avez eu, vous aussi, multiples vies entrepreneuriales, un peu dans les télécoms, j'ai cru découvrir au départ, même si ça n'a pas été long, y compris dans le GSM, ça fera lien peut-être avec Wanadoo et ses premières heures. Et puis nous avons eu également un parcours dans le conseil, beaucoup, avant de découvrir le monde de l'assurance à partir du virage 2005, que vous n'avez plus jamais quitté jusqu'à faire de très belles opérations, dont la dernière qui est quand même assez emblématique, puisque vous avez pris le contrôle d'AXA Assistance il y a quelques mois maintenant, ici au Maroc, avec des enjeux qui sont bien plus larges. Mais avec votre vision également, surtout, de vice-président de la Confédération générale, nous allons rentrer dans le détail de la vie d'une entreprise. Quelle est la vision et ces enjeux que les entrepreneurs partagent au quotidien avec ces transformations auxquelles nous faisons face sur cet axe méditerranéen? Alors, cher Youssef, commençons avec vous, avec la vue du banquier. Alors, vous qui avez cette vision des entreprises, vous voyez naître, vous voyez grandir, vous voyez évoluer, que vous accompagnez quotidiennement, un peu comme BPI France, vous accompagnez à la fois l'innovation, à la fois vous êtes une tour de contrôle ou d'observation assez riche
de la redistribution des chaînes de valeur, de certaines stratégies qui deviennent très concrètes, qui étaient des mots, mais qui s'installent maintenant dans le paysage industriel. Quelle est votre vision du partenariat méditerranéen dans ce contexte des crises, puisqu'on a plusieurs avec un S, que nous traversons aujourd'hui? Bon, tout d'abord, merci Pedro. Je tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être parmi vous et je tiens à remercier vraiment BPI pour cette initiative. Et finalement, on est en train aujourd'hui de fêter l'entreprise, la PME, PMI, l'entrepreneuriat dans un contexte évidemment de crise successive. Et donc aujourd'hui, c'est l'opportunité vraiment de remettre l'entrepreneuriat au cœur de toutes nos démarches et de la coopération excellente que nous avons nous-mêmes, Tijari Wafa Bank, avec BPI France. Donc le contexte est important aujourd'hui. Il met en évidence à la fois des facteurs d'interdépendance, de crise, mais aussi d'opportunité. Je pense que nous vivons aujourd'hui, à la faveur de ces crises, une mise en évidence ou un renforcement de ces interdépendances que nous vivons ensemble. Du côté nord et sud de la Méditerranée, nous vivons ces interdépendances sur la modalité de l'entrepreneuriat, de l'emploi des jeunes, avec des vraies problématiques d'accès à l'emploi, avec sur le continent 300 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail sur les 7-8 prochaines années, et avec donc un vrai enjeu d'accélération dans l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des startups, de l'accompagnement des PME, PMI, et c'est notre rôle et responsabilité commune. Deuxième enjeu majeur, le président Kettani en a parlé, le sujet de l'énergie revient au premier plan, avec des problématiques de redéfinition de nouveaux couloirs énergétiques. La supply chain énergétique est en train d'être valablement redéfinie aujourd'hui. Et nous avons probablement du côté nord et sud de la Méditerranée, là aussi, des enjeux en matière d'export, en matière d'énergie nouvelle et d'éléments de réponse à apporter à cette crise énergétique, couplée également aux enjeux de sécurité alimentaire, de réchauffement et d'adaptation, et notamment de maîtrise de l'eau. Donc vous voyez que les enjeux, les facteurs d'interdépendance sont importants. La problématique des villes et des villes durables et de la mobilité et du développement durable est également posée. Tout ceci met en évidence les facteurs d'interdépendance, de sécurisation, de stabilisation de part et d'autre, mais c'est également probablement des éléments d'opportunité forts pour nos opérateurs, PME, PMI, pour pouvoir saisir également les opportunités business qui se posent. Et je dirais que nous avons peut-être 2 à 3 orientations en termes de vision que nous pouvons accentuer aujourd'hui. Donc encore et toujours la question de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des très petites entreprises. Nous-mêmes, au sein du groupe, nous avons depuis plus d'une dizaine d'années mis en place des initiatives fortes en direction de la TPE, en termes de dispositifs de proximité, de modèles relationnels, de scoring, pour massifier la distribution de crédits aux TPE et de soutien de l'entrepreneuriat, y compris avec des mécanismes non financiers de formation, de coaching des jeunes, de façon à renforcer leur éligibilité au financement. Ça, c'est un domaine majeur et sur lequel nous sommes ensemble engagés. Et puis, le sujet de la colocalisation que nous avons vécu avec de vraies expériences réussies au Maroc entre entreprises françaises et marocaines dans des domaines tels que l'automobile ou l'aéronautique, mais avec un enjeu d'accélération de ces colocalisations, mais aussi de repenser les chaînes d'approvisionnement dans un souci à la fois de maîtrise de la supply chain, de gestion du risk management. Nous avons eu pendant la crise sanitaire des discussions avec nos entreprises qui ont découvert des dépendances à l'égard de leurs sous-traitants de rang 1, rang 2, rang 3. Et donc nous avons cet enjeu de positionner le Maroc, l'Afrique du Nord comme plateforme compétitive en matière de relocalisation dans plusieurs domaines. Et ça peut être vraiment un jeu gagnant-gagnant dans lequel il y a aussi des enjeux de compétitivité et de maîtrise de l'inflation. Et puis, il y a cette projection commune vers l'Afrique subsaharienne, qui est un élément majeur et qui définit une vision commune, partagée, de projection vers l'Afrique subsaharienne au regard de tout le potentiel que recèle cette zone. Mais nous aurons probablement l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, Youssef. Effectivement, on voit se dessiner ces enjeux stratégiques et ces opportunités, mais également parfois des dangers auxquels il faut faire face. J'aimerais avoir le point de vue de l'industriel. Alors, vous avez eu plusieurs vies d'ailleurs, on se l'est dit tout à l'heure, mais plus récemment, au sein du groupe 7, qui a une empreinte internationale importante, y compris en Asie. Comment vous réagissez à ce que Youssef Roussi vient de nous dire en matière de maillage, en matière d'opportunités, en matière de réalité de terrain sur la colocalisation, sur l'écosystème? Est-ce que ça résonne dans la stratégie du groupe SEB aujourd'hui? Complètement. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis enchanté et ravi de pouvoir partager cette expérience. J'ai effectivement eu de longues expériences au Maroc et en Afrique.
Le groupe SEB, d'abord, c'est un groupe qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est sur tous les continents, qui a une grande implantation en Chine, mais pas que. On est dans tous les pays d'Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord. 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 31 marques, j'y reviendrai, plus de 40 usines, et une entreprise qui a 165 ans et qui est une entreprise familiale. Et ça, c'est important parce que Nicolas Dufourcq disait dans son introduction, à un moment, il doit y avoir de l'amour, il doit y avoir de l'envie. Et une des caractéristiques du développement international, c'est d'abord des histoires de relations de travail. Et dans relations de travail, tout le monde pense travail, mais il y a aussi relations. Et je pense que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a 31 marques chez SEB? Alors, il y a les marques internationales qui sont connues, hein, Calor, Rovinta, Moulinex, Krups, Tefal, bien entendu. Mais il y a aussi des marques un peu moins connues, Imoussa, Samouraï, Demain Express au Maroc, j'y reviendrai. Et derrière ces 31 marques, c'est l'histoire d'un développement international qui s'est construit sur des partenariats, sur des associations d'entrepreneurs qui avaient une communauté d'intérêt, des gens qui voulaient développer leur activité dans ce domaine du petit équipement domestique, hein, donc des poêles, des casseroles, mais aussi du petit électroménager, et d'entrepreneurs qui finalement se sont dit, nous allons mettre en commun nos savoir-faire, nos compétences, nos marques, nos actifs, pour développer localement des choses qui correspondent à ce qu'attendent les consommateurs. Si on réfléchit à notre industrie du petit équipement domestique, c'est autour de la cuisine, c'est autour des arts culinaires. Et s'il y a une activité qui est extrêmement locale et extrêmement culturelle, c'est bien la cuisine, c'est bien la gastronomie. Et vous vendez des poêles en France, vous vendez des wok en Chine, vous vendez des calderos en Colombie. Et donc cette capacité à connecter avec la réalité locale, avec les besoins locaux, est une clé fondamentale de développement. On ne peut pas arriver au Maroc ou dans toute l'Afrique avec des équipements d'électroménager qui sont des équipements français ou allemands ou britanniques ou chinois. Ça ne marche tout simplement pas parce que les besoins de la population sont différents. Et quand vous mettez au cœur de votre mission, quand votre mission c'est de simplifier et d'embellir la vie des gens tous les jours, c'est à la fois très très simple, c'est très fondamental. Et la réussite, notre capacité à faire ça dans tous les pays du monde dépend de notre capacité à nous appuyer sur des partenaires locaux qui partagent la même mission, qui partagent les mêmes visions et qui amènent, au-delà des technologies, des savoir-faire, eh bien une connaissance, une compréhension de la culture locale. Et c'est pour ça que le partenariat chez nous n'est pas une contrainte. Le partenariat chez nous est un élément clé, un élément fondamental de la réussite de nos activités dans tous les pays du monde. Merci Stanislas. Mehdi, du point de vue j'ai envie de dire, des chefs d'entreprise. Vous avez une vision un peu holistique finalement. Vous êtes à la tête de cette confédération avec des secteurs extrêmement diversifiés. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le Maroc en soi est un partenaire économique incontournable? Au fond, quand on regarde cette région et cette démonstration qu'on vient d'entendre, tant du point de vue de la banque que de l'industriel, de votre point de vue, quel apprentissage vous tirez finalement de ces 3 dernières années et en quoi cette position, de votre point de vue, du Maroc a une carte à jouer stratégique dans cette redéfinition, par exemple, des chaînes de valeur ou de la colocalisation? À mon tour, je voudrais vous remercier de cette invitation pour ce très très bel événement qui est moderne en plus dans son format. Je crois que si on fait le bilan de ce que le Maroc a fait sur 20 ans, on se rend compte que le parcours a été assez exceptionnel et que les réalisations qui ont été faites sont ce qui fait aujourd'hui le socle de ce qui permet de développer une industrie automobile, aéronautique, etc. En 20 ans, le Maroc a doublé, a construit à peu près 2000 kilomètres d'autoroutes pour désenclaver certaines régions. On a construit le premier port d'Afrique avec Tangemed, qui est aujourd'hui connecté à 186 ports, je crois, dans le monde et 77 pays. Nous avons doublé la capacité énergétique en très peu de temps. Et au fond, on a construit, du point de vue logistique, une plateforme qui est le socle de ce qui permet aujourd'hui de développer une industrie, je disais automobile aéronautique, mais aussi dans d'autres secteurs. Deuxièmement, je pense qu'on a une stabilité politique qui n'est plus à démontrer, mais aussi une stabilité économique qui est importante.
Et lorsqu'on regarde deux éléments importants qui me semblent du point de vue des entreprises et des entrepreneurs importants, le dirham n'a pas bougé. Alors on peut trouver certains avantages à des dévaluations sur le court terme, mais notre point de vue est que sur le long terme, c'est déstabilisant pour les investisseurs. Et quand on regarde l'échange entre le dirham, l'euro, le dirham et le dollar sur les 20 dernières années, on n'a quasiment pas bougé. Et ça, c'est un élément qui nous semble important. Deuxième élément du point de vue économique qui nous semble important, et lorsqu'on opère dans notre continent, on se rend compte que c'est un facteur assez déterminant, c'est que les investisseurs étrangers ne trouvent pas de difficulté à ressortir leurs dividendes parce que la réserve de change marocaine reste importante. Et aujourd'hui, même sur cette phase compliquée qui était le Covid, les réserves de change n'ont pas bougé. Donc quand vous avez des dividendes à remonter ou des management fees ou peu importe, vous ne trouvez pas de difficulté. Donc je pense qu'à la fois sur l'infrastructure, à la fois sur les aspects politiques et sur les aspects économiques, nous avons démontré une certaine résilience et ça a été confirmé sur ces 3 ans de crise. Et je pense que, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on retient des 3 ans de crise? D'abord, je pense qu'on a vraiment démontré une capacité de résilience et d'innovation. Lorsque le monde entier était pendant une certaine période entre mars et juin 2020 en grande difficulté, y compris les pays plus matures que le nôtre, notre tissu industriel a su démontrer une capacité d'adaptation pour que les textiliens se reconvertissent en fabricants de masques, pour que l'industrie aéronautique commence à produire des respirateurs, etc., etc. On a su également, je pense, démontrer cette capacité de nous recentrer sur nous-mêmes et de développer une capacité d'innovation pour répondre aux besoins présents, sans pour autant changer le paradigme sur le long terme et la doctrine que nous avons, qui est un marché complètement ouvert. Donc je pense que sans fanfaronner non plus, on a su, avec les moyens dont on dispose, démontrer notre capacité de résilience pendant cette période. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour reprendre les mots du directeur général Nicolas Dufour, nous avons démontré qu'on était un partenaire fiable, qui pouvait constituer une base, pas simplement sur des questions d'opportunité court terme, mais sur la durée avec les pays du Nord et les pays du Sud. Merci Mehdi. En effet, alors on parle de relations, dans la durée. Quand on parle de relations dans la durée, on a parlé aussi d'amour et d'envie. En parlant d'amour et d'envie, j'en viens à la banque. Vous allez me dire, mais comment comment, en tant que banquier, justement, on investit sur l'accompagnement des opérateurs économiques? Parce qu'il y a les sociétés de services, il y a les sociétés digitales, il y a les sociétés industrielles. Comment vous gérez ça, vous, en tant que banquier? Oui, alors Pedro... Comment créer de l'amour? Alors, l'amour est au cœur de la relation banque-client, c'est assez certain. Je pense que là, vraiment, on est dans l'accompagnement relationnel. Ce qui est important, au-delà des outils qui sont mis en avant, c'est la compréhension du besoin et l'accompagnement sur le terrain. C'est comprendre les besoins du client, l'accompagner sur le terrain, le mettre en relation avec des partenaires qualifiés et puis, bien entendu, déployer tout l'arsenal, j'ai envie de dire, du financement, de l'accompagnement et toute l'offre. On part d'un socle extrêmement puissant. Je pense qu'on parle de la relation France-Maroc aujourd'hui. Nous avons un partenariat d'exception historique qui constitue un socle formidable et sur lequel nous avons une projection commune à construire. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier d'entreprises françaises au Maroc, c'est plus de 30% du stock d'investissement direct étranger, c'est plus de 3% de l'emploi. Donc on a des masses qui sont conséquentes et qui constituent un socle formidable pour aller de l'avant et construire. Alors comment construire? Comment accompagner les opérateurs dans cette conjoncture et dans cette crise? Bon, d'abord, c'est capitaliser évidemment sur nos succès communs. Mehdi parlait tout à l'heure des colocalisations de l'aéronautique et de l'automobile. Nous avons eu des expériences exceptionnelles dans ce domaine avec la création de véritables centres de compétitivité dans l'automobile, dans l'aéronautique, sur 20 ans, qui ont permis de drainer des écosystèmes
puissant en matière d'ingénierie, en matière de ressources humaines qualifiées, en matière de compétitivité à l'international. Et donc ça, c'est un atout important sur lequel il convient de capitaliser. Et capitaliser comment? Bon, d'abord vers la PME-PMI et donc de façon à massifier les démarches, notamment dans le sens de cette relocalisation. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de discussions avec nos clients opérateurs industriels pour réfléchir dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans un certain nombre de secteurs, de voir comment le Maroc peut constituer une plateforme compétitive supplémentaire à ce niveau et élargir également les secteurs d'intervention. Et donc ça, c'est des dimensions extrêmement importantes sur lesquelles nous travaillons ensemble. Au-delà de l'offre, au-delà de l'accompagnement au quotidien, je pense que les partenariats institutionnels Nord-Sud, le partenariat fort que nous avons avec BPI est emblématique de ce point de vue. Permettez-moi en 2-3 mots de vous donner un peu un aperçu. Monsieur Dufour parlait en introduction de 2014 et de la jeunesse finalement du partenariat. En l'espace de 8 ans, on a franchi des grands pas en matière de soutien de l'entrepreneuriat, d'accompagnement des TPE, des PME et ETI françaises et marocaines ensemble, à la fois vers le Maroc, vers la France et vers nos pays d'Afrique subsaharienne. Et ça passe par effectivement de l'accompagnement et de la mise en relation. Ça a passé par des mécanismes de financement, de cofinancement et de garantie auprès d'un certain nombre d'opérateurs. Et puis, le financement commercial, le financement de l'export, les crédits acheteurs sur les projets industriels ont pu être mobilisés. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est les canaux. Les canaux et les communautés d'affaires sont vraiment l'espace de rencontre, l'espace dans lequel se crée justement cet élan pour entreprendre ensemble. Et nous avons ensemble, avec BPI, créé Attijari Business Link, qui est quand même une communauté, plateforme digitale de mise en relation qui fait partie de la grande communauté EuroEquity, avec plus de 1700 entreprises. C'est quand même en quelques années plus de 6000 visites sur le terrain au Maroc et dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est plus de 700 mises en relation sur des projets concrets et c'est réellement au quotidien des gens qui se rencontrent à la fois en physique et sur des webinaires. Et ces communautés d'affaires prennent tout leur sens dans le contexte actuel. Nous avons également cette mise en relation des différentes communautés d'affaires. Attijari Business Link est une modalité importante. Le Club Afrique Développement que nous avons également créé depuis une dizaine d'années et qui fédère des milliers de nos clients dans les 16 pays de présence du groupe Tijari Wafa Bank permet également de mettre en relation et en résonance les communautés de clients d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Europe. Et puis, nous avons également des initiatives. On a Simedi Tazi qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons le club des chefs d'entreprise France-Maroc, sous l'égide de CGEM et de MEDEF International, qui également, à son tour, apporte une contribution importante à travers des recommandations et des livres blancs à l'attention de nos gouvernements respectifs pour améliorer encore et renforcer davantage le climat d'affaires. Donc, si vous voulez, pour résumer, l'offre, les canaux, les communautés d'affaires entrent en symbiose ensemble pour que, sur le terrain, on puisse accompagner au mieux nos opérateurs PME, PMI, à la fois en France, au Maroc et en Afrique subsaharienne. Merci Youssef. Effectivement, nous avons un patron qui nous demande chaque jour combien de mises en relation nous avons faites. Et effectivement, c'est un des KPI de BPI France, c'est le nombre de mises en relation. Donc tous les jours, on a droit à la question et effectivement, on s'y attelle à chaque fois qu'on peut. Et donc c'est ce qu'on vient de se dire en fait. On parle énormément de moyens financiers, mais c'est d'abord un réseau social d'ambition, d'entrepreneurs qui, par la rencontre, se rassurent, créent des opportunités, voient naître des projets d'investissement communs. Et parmi ces exemples-là, il en est un. Stanislas, vous pouvez nous en parler. Quand on parle de SEB, on a la vision d'une ETI familiale. Et quand on voit la façon dont vous grandissez, on a l'impression que c'est des rencontres d'hommes et de femmes qui saisissent des opportunités pour construire ensemble. C'est le cas des joint ventures que vous avez bâtis, notamment dans la région, en particulier au Maroc, mais probablement pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience? Comment vous avez assez naturellement fait de ces rencontres, de ces mises en relation, des projets communs? Oui, je pense que c'est le point de départ, c'est un entrepreneur local, national, qui a une vision de développement de son activité et qui cherche des appuis, des soutiens pour accélérer son développement, renforcer son développement. On a 2 exemples dans la région qui sont tout à fait importants. On a depuis quelques années une joint venture en Égypte avec la famille Zahran. Joint venture, c'est de très longues fiançailles. On a commencé à travailler il y a 40 ans avec Zahran. Et il y a quelques années,
on a développé une activité qui était au départ une coopération commerciale, qui est devenue une coopération industrielle, avec une activité industrielle qui, à terme, sera sans doute un très gros site industriel, au minimum régional, voire mondial, dans l'activité culinaire, donc les poêles et les casseroles, mais aussi dans l'activité du petit électroménager. Et vous parliez de filière et d'écosystème. Je pense qu'il n'y a pas d'activité industrielle sans écosystème et sans filière. Alors très très en amont, bien entendu, la disponibilité énergétique. Très très en amont aussi la disponibilité des talents, la capacité à avoir et développer des ingénieurs. Et puis aussi, tout simplement des sous-traitants, mais aussi des clients, des partenaires logistiques, etc. Donc cette aventure en Égypte a commencé il y a quelques années. Je salue Anat Badra, notre directrice générale de la région, qui a monté cette activité. Et depuis quelques semaines, nous avons démarré une joint venture de cet ordre avec la famille Berada, ici au Maroc. Monsieur Berada est dans la salle. Je ne le vois pas, il doit être par là. Bonjour. Et qui est une activité qui naît en fait. C'est une histoire assez classique. Finalement, nous avions un agent distributeur au Maroc qui souhaitait transmettre l'activité. On a rencontré la famille Berada, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, à Écully, à notre siège social. Et puis, on s'est parlé, on s'est rendu compte qu'on partageait la même vision, la même ambition. Et on a décidé de créer une joint venture. Et cette joint venture a démarré le 6 juin dernier, je crois, avec le démarrage du système SAP. Lamia est à côté, bonjour Lamia, qui a démarré le 6 juin avec une première facture émise le 8. Et pour l'histoire, je crois que la première semaine de facturation était de 80 000 euros, je crois. Et je le dis parce que peut-être que dans 20 ans, on saluera le premier mois à 15 millions d'euros de cette joint venture. Et il y aura un enregistrement qui parlera de cette première semaine. Quel est l'enseignement de cette histoire? Eh bien, c'est 2 familles, puisque Seb est une famille, c'est une entreprise familiale qui se rencontrent et qui échangent et partagent sur une vision, sur une ambition, qui font l'inventaire à la fois des besoins pour nourrir et créer le succès, et qui travaillent ensemble pour cocher les cases et s'assurer qu'on a les bonnes équipes, qu'on a les bons approvisionnements, qu'on a les bons partenaires commerciaux, les bons partenaires logistiques, les bons partenaires financiers. Et tout ça, ça crée une entreprise. Et je souhaite longue vie à cette joint venture au Maroc. Et je remercie publiquement nos partenaires pour leur confiance et leur proactivité, leur collaboration dans le démarrage de cette activité. On peut les applaudir d'ailleurs, au passage. Bravo, c'est concret. Alors, Mehdi, on est toujours sur ce sujet. On voit bien que l'humain est au cœur. On vient de rebondir sur 3 sujets où le capital humain, l'accompagnement, la formation, la mise en relation, le réseau, la construction d'une histoire personnelle dans la durée est essentiel. Il existe malgré tout des secteurs, des verticales dans lesquels des enjeux sont peut-être plus flagrants que d'autres. Vous les observez en matière de dynamique d'ailleurs, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. De votre point de vue, quels sont les grands secteurs sur lesquels, en matière de co-développement, de co-investissement, de co-industrialisation, de co-localisation, bref, on dit souvent BPI France c'est la banque du co-tout, mais on voit bien que dans la réalité économique, il y a aussi un co-everything. Comment vous distinguez votre vision aujourd'hui au Maroc, peut-être plus large d'ailleurs, notamment avec le subsaharien, sur ces 3-4 thématiques du co-quelque chose? D'abord, juste un complément par rapport à ce qu'évoquait Stanislas juste avant. À titre personnel, dans les assurances, c'est à peu près ce qu'on a fait. On a une activité sur le brokerage où on est associé avec un groupe américain qui s'appelle Marsh. Et on a une activité dans l'assurance où on est associé avec AXA, puisque AXA a gardé 20% du capital de cette entreprise. Et je crois que ce qu'on arrive à apporter, c'est que pour des questions de co-développement et de co-investissement, c'est qu'on arrive d'un côté à opérer avec des standards internationaux et avec des mécanismes de reporting, de gestion, etc., qui sont exactement ceux que vous pouvez avoir en Europe ou aux États-Unis ou autres, en tout cas les grands standards internationaux.
Et en même temps, on arrive à discuter, à parler avec un tissu économique local et régional, au Maroc, mais plus généralement sur l'Afrique. Et je crois que on arrive à faire ce lien et on arrive à mieux développer que lorsque c'est une entreprise occidentale qui arrive en direct sur ces territoires. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on arrive à bien faire. Et c'était juste un petit témoignage par rapport à ça. Pour revenir à votre question sur les secteurs que nous pensons être des secteurs d'avenir, franchement, il y en a beaucoup. Encore une fois, sur la base de la plateforme dont on a parlé, je pense que l'un des secteurs, c'est l'agriculture de façon générale, sur laquelle nul besoin de revenir sur l'importance de ce secteur sur le continent africain. En particulier dans la période actuelle sur laquelle nous souffrons beaucoup des ruptures de chaîne d'approvisionnement dues à la crise russo-ukrainienne. Mais pour prendre un chiffre rapidement, un hectare de céréales au Maroc, enfin un hectare produit en céréales au Maroc, à peu près 2200 kg par an. En France, c'est le même hectare de céréales produit à peu près 6000 tonnes, 6000 kg par an. Aux États-Unis, l'ordre de grandeur est 8000 kg par an, 8000 et quelques. Donc ça veut dire qu'on a un manque de productivité qui est important parce qu'on a besoin d'injecter de la technologie là-dedans. Et ça, c'est un secteur qui nous semble être un secteur d'avenir, notamment du fait de la crise actuelle. L'eau est un secteur important. Le traitement de l'eau de façon générale, mais la disponibilité de l'eau est un secteur important parce que les changements climatiques font que nous souffrons et nous voyons un retour de plus en plus important des cycles de sécheresse. Et de façon générale, on a quelques projets qui ont été lancés. Le plus emblématique est probablement la station de dessalement de Casablanca. Mais autour du traitement de l'eau de façon générale, je pense qu'il y a des sujets de co-développement qui sont là. La mobilité verte est bien évidemment un sujet. L'Union européenne a voté il y a quelques semaines l'arrêt de la vente de véhicules thermiques en 2035 avec une baisse de l'ordre de 50% en 2030 et une baisse de l'ordre de 15 ou 20%, je ne sais plus, en 2025. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire pour y arriver. Il y a eu quelques partenariats assez emblématiques. L'un d'entre eux est un partenariat entre Renault et Managem, un groupe minier marocain, pour la fourniture de cobalt à partir de 2025 pour la production de batteries. C'est un exemple de co-développement et je crois que sur la mobilité électrique de façon générale, il y a un sujet. Il y a évidemment tout ce qui tourne autour des secteurs industriels qui fonctionnent, automobile, aéronautique. Aujourd'hui, dans l'automobile, on produit 700 000 véhicules par an qui sont exportés vers l'Europe. Ça a démarré il y a très peu de temps. Ça a démarré peut-être il y a 10 ans avec Renault. Je crois que Peugeot a ouvert, Stellantis a ouvert en 2014 ou 2015, je ne sais même plus, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on est à 700 000 véhicules, on monte à 1 million dans pas très longtemps. Dans l'aéronautique, et ça avec un taux d'intégration entre 65 et 80%, c'est-à-dire que la partie qui se produit localement augmente. Elle a commencé à 20%, et aujourd'hui, on est autour de 70%. Dans l'aéronautique, pareil, tous les grands sont là, Boeing, Safran, Excel, Bombardier, je n'ai pas tous les noms en tête, mais s'ils sont tous là, c'est bien qu'il y a une base importante et qu'il y a des capacités de développement importantes. Et là, dans tout l'écosystème qui permet d'augmenter l'intégration locale, il y a des choses à faire autour de la chaudronnerie, autour de toutes les productions de petites pièces. On a des sujets de développement importants. Et puis enfin, je pense que le BPO, enfin en tout cas l'offshoring ou l'outsourcing, appelons-le comme on veut, est un des secteurs sur lesquels on va avoir une base de développement forte sur le futur. Sur les grands groupes, il y a eu l'opération emblématique qui a été signée il y a peut-être moins de 2 mois. Donc c'est un groupe marocain qui s'appelait, pour ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui s'appelait Phone Assistance, qui s'est au fil du temps développé pour créer, il y a 2-3 semaines, la fusion entre Majorel et Sitel. C'est un groupe qui fait plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1 milliard d'euros d'EBITDA, présent dans 55 pays avec près de 250 000 emplois.
Mais il y en a d'autres aussi dans ce secteur-là. Webhelp a démarré au Maroc. Intelsia, qui gère aujourd'hui, qui doit faire 1 milliard d'euros et quelques 30 ou 40 000 employés, a démarré dans les années 2000. Ça s'appelait Télé2, c'est un opérateur télécom suédois. Et donc, on a autour du PPO, de façon générale, des opportunités de développement importantes. Pourquoi ? Parce que la quantité d'ingénieurs qualifiés que nous formons est grande, et le président Dufour en parlait tout à l'heure. Je crois que la plus grosse cohorte d'ingénieurs en France, à Polytechnique, à Centrale, etc., c'est tous les ans des Marocains. Et c'est des gens, bien entendu, qui servent à développer ces secteurs. Merci Mehdi. En effet, il y a en général dans la recette d'un écosystème florissant, ce qu'on appelait la rainforest d'ailleurs, la fameuse rainforest de la Silicon Valley, il fallait du capital, de l'argent, des talents, de la formation, des ingénieurs, etc. et des universités pour former d'ailleurs. Et donc on sent bien que le cocktail ici est important. En guise de cocktail d'ailleurs, il y a une information qui nous était parvenue aussi sur l'hydrogène, hein, on a parlé de batterie, mais qui dit qu'aujourd'hui le Maroc se situe avec le Chili et l'Australie parmi les 3 pays au monde les mieux placés en termes de cocktails pour pouvoir produire, avec tout ce que ça implique, hein, en capacité énergétique, traitement, logistique, etc., cette fameuse denrée rare. Alors, vous vouliez réagir, Stanislas, sur un propos de Mehdi ? Ouais, je voulais réagir à un propos de Simedi sur sur l'écosystème. Il faut avoir l'écosystème et il faut le comprendre. Je pense que ce sont 2 choses différentes. Et c'est l'immense avantage d'avoir des partenaires locaux, au Maroc ou en Égypte ou en Chine. Et je pense que chaque pays a ses tensions, chaque écosystème a ses tensions, a ses opportunités, voit le monde et la vie de manière différente. Et moi, je trouve énormément de valeur, énormément de richesse à avoir des partenaires locaux qui peuvent nous éclairer, nous expliquer ce qui se passe. Et il y a des sujets qui sont un gros problème en France, qui sont finalement une petite vague au Maroc, et le contraire. Donc, moi, je pense que c'est le bénéfice du partenariat, c'est aussi d'avoir des gens qui décodent, qui expliquent et qui décryptent ce qui se passe, et ce qui permet en fait de faire moins d'erreurs et d'aller plus vite. Des logiques aussi de moyen et de long terme, on y reviendra derrière, vous l'aviez cité tout à l'heure. On ne fait pas un peu un projet, on le fait durablement. C'est une aventure d'hommes et de femmes qui n'est pas temporaire, hein. C'est un sujet qui s'inscrit évidemment dans la durée, ce qui suppose des moyens financiers à la mesure, ce qui suppose une ambition stratégique de gouvernance, ce qui suppose aussi de la montée en puissance des managers locaux, etc. etc. Et une attitude. Moi, je pense que respect et humilité sont les deux clés d'un partenariat réussi. On peut débattre à l'infini d'où vient la technologie, d'où viennent les talents, d'où viennent les capitaux. À la fin du fin, ce sont 2 entrepreneurs qui se réunissent sur un projet commun. Et s'il y a entre les deux une dimension de respect et d'humilité réciproque, je pense que c'est une clé pour que ça marche. Après, effectivement, il faut de l'argent, il faut des idées, il faut de la chance, il faut du travail. Dans le désordre, du travail, puis de la chance. C'est une des règles qui fait durer les couples. Alors, cher Youssef, quand on voit bien que dans ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on a parcouru, on voit des opportunités qui se dessinent. Il y en a un peu partout, en fait, des opportunités. Selon vous, ces opportunités qui font face quand même à des instabilités, à des transformations, il y a quand même 2 ou 3 sujets qui vous paraissent peut-être importants à mettre en exergue par rapport à ce qu'on a dit. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un champ de possibles infini. Mais par rapport à vos priorités, de votre point de vue, quels sont les 2-3 champs sur lesquels vous pensez que les 5 à 10 prochaines années vont être stratégiques ? Oui, alors Pedro, peut-être effectivement 2-3 idées à partager sur les opportunités d'avenir. Quand on regarde aujourd'hui les plans stratégiques de développement, le nouveau modèle de développement marocain, la vision France 2030, on voit d'abord des domaines de convergence au niveau sectoriel. On a parlé de l'agro-agri-industrie, on a parlé du numérique, de la santé, des villes et de la mobilité durable, de l'énergie, et puis la formation et le capital humain. 6 secteurs, 6 domaines qui semblent assez prioritaires et faire l'objet de KPIs, d'objectifs et d'une démarche construite. Peut-être un focus sur l'énergie. Un focus sur l'énergie dans le contexte actuel. Le Maroc, voilà un secteur dans lequel le Maroc, depuis 20 ans, sous l'impulsion royale, a construit une vision en marche qui permet d'atteindre avec un haut degré de confort plus de 52% de mix énergétique marocain à horizon 2030 sur l'énergie renouvelable. Nous approchons les 40%, 3700 mégawatts d'énergie renouvelable effectuée,
Pour notre part, sur les 10 dernières années, nous avons financé près de 2000 mégawatts dans les énergies renouvelables au Maroc et dans nos pays de présence, et plus d'1 milliard d'euros de financement. C'est des démarches également de mobilisation de fonds à long terme. Et lorsqu'on voit les problématiques qui se posent en Afrique, c'est des problématiques de maturité. Vous avez des difficultés au-delà de 10 ans à financer des projets. C'est problématique quand on parle d'infrastructure. Nous sommes allés chercher une accréditation par le Fonds vert des Nations Unies qui permet d'attirer des ressources concessionnelles sur 20 à 40 ans et à des taux concessionnels en direction de projets marchands et non marchands dans nos pays de présence. Donc, un certain nombre d'initiatives. Maintenant, les opportunités, vous en avez parlé. Bon, il y a ce couloir atlantique gazier du Nigeria vers le Maroc qui peut être un couloir, je dirais, d'approvisionnement, de sécurisation des ressources énergétiques pour les pays de la façade atlantique africaine, mais également dans une logique d'export et de création demain d'un nouveau couloir d'approvisionnement européen et de sécurisation de la supply chain dans le contexte de la crise géopolitique que nous vivons. Voilà une idée, un axe de développement important pour les prochaines années. Vous avez parlé, Pedro, de l'hydrogène. Effectivement, le Maroc bénéficie d'un emplacement exceptionnel. Bon, d'abord le soleil, le vent, mais également l'espace, qui sont les 3 conditions et prérequis pour la réussite du pari hydrogène et qui va générer des dérivés industriels dans l'ammoniac, dans l'industrie agroalimentaire, mais également, vu son caractère stockable, ça peut être un des éléments de réponse importants aux besoins énergétiques du Maroc, de l'Afrique, du continent européen. Mais cette problématique de l'énergie ne s'arrête pas à la production électrique, elle concerne également nos PME, PMI et nos ETI par rapport à la transformation de la transition énergétique. La nouvelle taxonomie européenne, les barrières à l'entrée sur les marchés internationaux en matière de produits verts et de ESG constituent un défi pour nos opérateurs PMI. Nous avons beaucoup de travaux et de challenges ensemble, Tijari Wafa Bank, BPI, pour accompagner nos PMI dans la mise en place de programmes d'efficacité énergétique et dans leur permettre l'éligibilité vers les marchés internationaux. Deuxième élément ou d'opportunité, nous avons beaucoup parlé d'Afrique, de projection africaine. Je pense qu'on connaît et on partage tous les potentiels de l'Afrique. On parle de plus de 100 milliards de besoins d'infrastructures, principalement dans les infrastructures de connectivité, de logistique et d'énergie, puisque un Africain sur 2 n'a pas accès aujourd'hui à de l'électricité. Donc un enjeu fort sur l'infrastructure, un enjeu sur la PME, PMI et l'industrialisation avec l'émergence des classes moyennes et des villes. Mais je pense qu'avec les communautés d'affaires que nous avons évoquées tout à l'heure, c'est aussi le tiers de confiance, la présence sur le terrain. Avec nos 5800 agences aujourd'hui dans nos 16 pays africains, c'est vraiment de mesurer le pouls au niveau local, de pouvoir qualifier les mises en relation, de pouvoir orienter et conseiller nos opérateurs, nos clients par rapport aux partenaires de confiance et pouvoir veiller et sponsoriser ces mises en relation à travers ces démarches de terrain. Et je pense que l'initiative Afrique Développement, qui résonne avec l'initiative Tijari Business Link, permet justement de créer cette communauté d'affaires et de visites sur le terrain. Troisième et dernier élément d'opportunité, et j'en finirai peut-être là, c'est l'action responsable en direction de l'entrepreneuriat et de l'inclusion. Parce que le sujet des jeunes, nous en avons parlé, c'est un sujet d'accompagnement des TPE, d'accompagnement de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup d'initiatives et d'appuis non financiers. Nous avons, à titre d'illustration, le réseau Dar Moukawil au Maroc, Dar Machari en Tunisie, par exemple, qui permettent d'accompagner des jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, dans la formation à titre gratuit pour renforcer leur éligibilité au financement, le montage de business plan, les études de marché dans des centres spécialisés. Donc, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité sociale à l'égard des jeunes entrepreneurs à ce niveau-là, en plus des actions en matière d'inclusion économique et de banque économique et de migrant banking. Le président Kettani en a parlé dans son introduction, de façon justement à créer ces liens entre les communautés immigrées, qui sont non seulement des communautés immigrées, mais également des investisseurs que nous essayons d'accompagner. Merci, cher Youssef. On comprend bien que d'ailleurs, l'enjeu entre la boussole, en gros, comment on forme, comment on accompagne, comment on aide, et le carburant, qui est le cash qu'on injecte, est essentiel. Alors, un dernier mot, c'est le dernier exercice. Mehdi a envie de conclure également. On a 1 minute avant que la musique ne nous interrompe. Quel est le message que chacun d'entre vous, vous souhaitez voir retenu ce matin pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Peut-être on commence avec Stanislas. Un message court, bref, impactant. Nous sommes une entreprise mondiale qui est très très fière de son implantation locale. Nous sommes une entreprise industrielle qui est très très fière de procurer de l'emploi et du développement individuel à nos collaborateurs et à nos partenaires. Et nous avons une vision où finalement le business est important, mais apporter du bien aux gens qui travaillent pour nous, avec nous, c'est aussi quelque chose qui nous bouge. Merci Stanislas. Mehdi. Bon, un commentaire et une conclusion. D'abord un commentaire sur
Le Maroc a lancé une charte d'investissement maintenant, dans laquelle un entrepreneur peut bénéficier de 30% de subventions en equity pour un projet, grosso modo, dans les secteurs prioritaires du Maroc et dans les régions prioritaires. Et c'est fait de manière à ce que à peu près 80% des projets qui postulent bénéficient des 30%. Donc c'est quand même une incitation extrêmement importante pour lancer ça. Une conclusion, je ne peux pas vous donner meilleure conclusion que l'exemple que j'ai moi-même suivi. J'ai racheté une entreprise marocaine, mais avec un portefeuille africain. Donc on opère sur une trentaine de pays africains. J'ai pris des risques qui sont largement supérieurs aux moyens dont je dispose. Donc c'est que j'y crois. Et je pense qu'il faut y aller, comme le disait Monsieur Dufour, avec beaucoup de folie, plus de cœur que de raison, et espérer que le futur soit positif. Donc soyons fous, prenons beaucoup plus de risques que les moyens dont on dispose. Le dernier mot pour le banquier. On est au bout de notre table ronde. Beaucoup de confiance, d'audace et d'entrepreneuriat. Effectivement, je pense que c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui, le moment d'investir et d'investir en toute responsabilité et avec beaucoup de détermination et de proximité sur le terrain. Voilà. Youssef, Stanislas, Mehdi, merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir.